messieurs, bienvenue dans ce rendez-vous de face à face sur Matin d'Éden. Nous parlons aujourd'hui, jeudi, des fondamentaux d'un dialogue politique et nous recevons pour vous Nathanaël Kiti. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques à la FADESP, c'est à l'université d'Abomey-Calavi. Il est politiste. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Il y a les auditeurs du Diaspora FM aussi qui nous suivent en ce moment. Bonjour, chers amis auditeurs. Merci, professeur. Dans la vie d'un pays, la vie politique d'un pays, quels sont les éléments qui peuvent conduire à un dialogue politique? En principe, cela ne devrait pas arriver si la démocratie marche bien. C'est-à-dire, lorsque vous prenez la Constitution du 11 décembre 1990, vous avez une institution importante qui est la Cour constitutionnelle, qui régule les activités des pouvoirs publics. Donc, les crises politiques qui sont issues de ces activités sont portées devant cette Cour constitutionnelle qui rend une décision qui s'impose au pouvoir public. Mais il se fait que quand il y a une gouvernance de copinage, on assiste à la prise des décisions contestées au niveau de la Cour constitutionnelle, ce qui aboutit alors à des crises politiques, ce à quoi nous avons assisté pendant les élections législatives. C'est souvent dans le domaine socio-économique qu'on assiste aux mouvements sociaux, qui sont des mouvements spontanés, qui contestent la gouvernance dans ces domaines et qui aboutit à un dialogue entre les acteurs. Le dialogue politique, c'est exceptionnel dans la vie démocratique d'un pays. Professeur, il est arrivé à un moment où on est même allé jusqu'à la clarification du concept dialogue politique, assise nationale. Qu'est-ce qu'un dialogue politique? Bon, le dialogue politique, c'est un mode alternatif de règlement des crises. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une institution, une juridiction qui est la Cour constitutionnelle qui devrait réguler les activités des pouvoirs publics. Donc c'est un mode alternatif. On ne va pas devant ces juridictions. Les partis s'asseyent autour d'une table de discussion et débattent des préoccupations qui font l'objet de différends. Maintenant, le dialogue peut être direct comme il peut être indirect. Donc, dans le dialogue indirect, on cherche un médiateur qui a une personnalité soit internationale ou à l'interne, mais qui fait consensus. Donc, ce médiateur va rechercher l'équilibre entre les acteurs et proposer les points de consensus et de dissensus, et l'accord est signé. Maintenant, le dialogue peut être direct aussi, c'est-à-dire que les acteurs en conflit se retrouvent... Vous parlez du dialogue indirect? Vous avez parlé du dialogue direct tantôt. Non, le dialogue indirect. On cherche un médiateur qui essaye de trouver les points de consensus entre les acteurs. Maintenant, le dialogue direct, c'est que... Le dialogue direct qui était le cas de Cotonou. Oui, oui, c'est différent. Le dialogue direct, en principe, c'est entre les acteurs. C'est-à-dire, les acteurs se retrouvent autour d'une table, discutent de leurs différends et trouvent un accord. Maintenant, si les acteurs ne sont pas disponibles, ils délèguent leurs représentants qui vont autour de la table de discussion. Donc le dialogue direct, rappelez-vous, a pris la forme d'une conférence nationale en 90. Or, ce qui s'est passé les 10, 11, 12... C'était quel type de dialogue? Bon, on l'a appelé dialogue direct, alors que dans le fond, dans la forme plutôt, ce n'était pas un dialogue direct, parce que vous avez certains acteurs en conflit qui ne sont pas représentés et qui n'ont pas envoyé de représentants. Donc dans ce cas, on ne peut pas parler de dialogue politique. Moi, je l'ai appelé le talonlogue. C'est ça. Voilà. En fait, vous êtes en train de parler scientifiquement. Oui, ça c'est scientifiquement, d'autant plus que le dialogue doit aboutir à un accord
signée par les partis en conflit. Voyez-vous, lorsqu'il y a eu la conférence nationale, cela aboutit... Je ne vous arrête pas, professeur, mais pour un dialogue politique, dans les formes dont vous parlez, qui désigne le facilitateur et qui désigne les rapporteurs? En principe, lorsqu'il s'agit d'un dialogue direct, les acteurs se retrouvent. Et c'est en ce moment qu'ils s'entendent sur celui qui va être le facilitateur ou bien celui qui va être le rapporteur, lorsqu'il s'agit d'un dialogue direct. Mais lorsqu'il s'agit d'un dialogue indirect, donc on consulte les acteurs qui acceptent celui qui est choisi comme un médiateur. Or, il se fait que dans ce qui s'est passé la dernière fois, 10, 11, 12, c'est le chef de l'État lui-même qui a désigné le facilitateur et le rapporteur. Donc c'est à la rencontre qu'on a adjoint deux ou trois rapporteurs. Donc ça ne se passe pas de cette manière lorsqu'il s'agit d'un dialogue direct, d'autant plus que le chef de l'État a cherché à toujours contrôler la situation. Voilà. Une autre question pour vous, professeur Nathanaël Keiti. Par quelle manière doit-on finir un dialogue politique? On a entendu les gens dire un dialogue politique doit finir par un accord, un dialogue politique ne finit par un rapport. Qu'est-ce que recommande la science politique? Lorsqu'il s'agit d'un dialogue politique, il y a un accord. Dans l'accord, vous avez les points de consensus et les points de dissensus. Maintenant, l'accord peut figurer dans le rapport du dialogue. Voilà. Maintenant, les parties peuvent décider de signer cet accord-là en forme solennelle. Il peut arriver aussi que les parties acceptent que les points d'accord figurent dans un rapport qui sera lu et ils vont applaudir pour valider le rapport. C'est de cette manière que ça se passe. Alors, au cours du dialogue qui s'est déroulé au Palais des Congrès de Cotonou du 10 au 12, il y a eu des propositions. Les partis se sont entendus sur des points donnés. Il y a des points sur lesquels il n'y a pas eu de consensus. Si vous avez pris connaissance, je suppose que vous avez pris connaissance des conclusions, est-ce que après un dialogue politique, il y a des points qui peuvent conduire peut-être à la révision d'une constitution dans un pays? Oui, si les points de dissensus portent sur certaines dispositions de la Constitution. Mais attention, on a une institution qui est la Cour constitutionnelle, qui est là, qui veille au respect de la Constitution. Donc pour ces points, on doit les porter devant la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit que dans ce cas, c'est que la Cour constitutionnelle joue un rôle d'arbitre. Voilà, il arbitre le débat entre les acteurs. Mais dans la forme dans laquelle nous nous sommes retrouvés, où au lieu de calmer le jeu, c'est la Cour constitutionnelle elle-même qui anime le jeu, donc les acteurs ne lui font plus confiance. Étant donné que les acteurs ne lui font plus confiance, alors c'est au dialogue politique qu'ils vont décider de ce qu'il faut faire. Ce que nous appelons souvent la convention constitutionnelle, c'est-à-dire ils peuvent décider à ce dialogue politique que certaines dispositions de la Constitution seront mises de côté pour pouvoir avancer. Donc le débat existe, hein. Vous avez dans beaucoup de pays les accords politiques qui sont au-dessus de la Constitution et qui ont entraîné des conflits. Le cas du Burundi, vous avez le cas de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que ce qui s'est passé au Bénin la dernière fois nous conduise à une situation pareille. Maintenant, les acteurs ont formulé des recommandations. Dans la pratique, il y a certaines qui doivent aboutir à la révision de la Constitution. Lorsqu'on parle, par exemple, d'élections générales. Il faut aligner les élections. Il faut aligner les élections. Alors que dans la Constitution, le chef de l'État est élu pour 5 ans, les députés pour 4 ans, les conseillers communaux pour 5 ans. Ça a une vertu, c'est-à-dire que les élections législatives permettent aux citoyens d'évaluer la gouvernance du chef de l'État. Donc lorsqu'on aligne, on fait des élections groupées, ça peut conduire à une mauvaise gouvernance. Donc c'est ça qu'il faut éviter.
Est-ce que vous avez des cas, vous avez des exemples à citer dans le monde? Bon, des exemples, vous avez, il y a beaucoup de pays dans lesquels vous avez les élections générales qui sont organisées. Vous prenez le Nigeria, par exemple, ce sont les élections générales qui sont organisées chaque fois. C'est-à-dire que... pas pour autant qu'il y a la mauvaise gouvernance. Oui, c'est pas pour autant qu'il y a la mauvaise gouvernance. Ça dépend du leadership de celui qui est à la tête du pays et du fonctionnement des institutions de contrôle aussi. D'accord. Alors que dans la réalité, pour le cas du Bénin, ce qui est beaucoup plus attendu, ce sont les mesures d'apaisement. Libérer les prisonniers politiques dans un état de droit. Il ne doit pas avoir de prisonniers politiques. Permettre aux exilés politiques de rentrer. On n'a pas besoin de réviser la Constitution pour ça. Le gouvernement a été clair, hein? On n'a pas d'exilés politiques, on n'a pas de prisonniers politiques. Bon, ça, c'est un autre débat. Professeur, vous n'êtes pas venu c'est une fuite en avant. Pour ça. Nous suivons tous l'actualité. Voilà. Oui. Donc, pour les mesures dont je parlais, respecter l'indépendance de la justice qui est mise en mal aujourd'hui. On n'a pas besoin d'une révision de la Constitution pour le faire. Et il faut aussi donner la parole au peuple. Le peuple a le droit de manifester son mécontentement, de s'exprimer sans inquiétude. Donc il faut donner la parole au peuple, cela permet la bonne gouvernance. On n'a pas besoin de réviser la Constitution. Les femmes demandent plus de représentativité dans les instances, peut-être presque à 40%. Il faut nécessairement... Oui, c'est un débat. L'insérer dans la Constitution. C'est un débat. Aujourd'hui, je pense que c'est l'article 26 de la Constitution. Selon cet article, l'homme et la femme sont égaux en droit. C'est-à-dire qu'il faut alors trouver d'autres formules pour permettre la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale ou bien dans les conseils communaux et municipaux. C'est en cela qu'ils ont proposé des mesures d'équité. On n'a pas besoin de réviser la Constitution. Et il aurait suffi qu'il y ait un gentleman agreement au niveau des partis politiques qui décident aux élections d'aligner sur leur liste 40% de femmes. Le problème est réglé. On n'a pas besoin de réviser la Constitution pour ça. Professeur, 13 minutes, c'est vite passé. Nous aurons le temps de revenir encore plus amplement à une autre occasion sur ces questions de faut-il réviser la Constitution ou pas. Vous avez été un peu plus explicite, mais nous y reviendrons. Déjà, merci d'être venu, professeur. C'est à moi de vous remercier et je souhaite aux amis téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM, vous avez dit, une agréable journée de travail. Voilà, mesdames, messieurs, le professeur vous l'a dit, nous avons reçu pour vous Nathanaël Kiti dans le cadre de ce face-à-face qui s'intéressait aux fondamentaux d'un dialogue politique. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques à la FADESP, à l'université d'Abomey-Calavi, un politiste. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À vous, Natacha Kofi.